Alors, nous allons commencer. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui vont se connecter, mais de toute façon, ce n'est pas bien grave. Je vais donc enregistrer cette dernière heure de cours qui nous manque, c'est-à-dire une partie de la session, je ne sais plus, 11, je crois. Alors, nous en étions globalement à cela. Donc, on s'était arrêté à l'économie française et à essayer de comprendre quels étaient les chiffres de l'économie française, comment on pouvait les analyser. Concrètement, voilà, nous avons donc ici les éléments de la macroéconomie française, et on s'était arrêté la dernière fois sur la question de savoir pourquoi est-ce que en France nous avons des dépenses publiques qui représentent 56,5% du PIB, alors qu'on a des prélèvements obligatoires qui sont que 45,3%, c'est-à-dire 11 points de moins, 11,2 points de moins. Et la question qui était posée en réalité, c'est de savoir d'où vient cet écart, puisque on devrait donc avoir un déficit extrêmement élevé, si on a des dépenses publiques qui sont aussi importantes et des prélèvements obligatoires qui sont relativement beaucoup plus faibles que les dépenses publiques. Comment on explique cet écart? Alors souvenez-vous, on l'explique de deux manières. D'abord en 2018 ici, parce qu'il y a une composante déficit, c'est-à-dire que l'État français, les administrations publiques en général, dépensent davantage d'argent qu'elles ne reçoivent de recettes globalement. Mais 3% de déficit à peu près, ou 2,5, quelque chose comme ça, ne suffit pas à comprendre l'écart de 11 points, et donc l'écart de 11 points doit aussi être expliqué par le fait qu'il y a beaucoup de recettes publiques qui ne sont pas des prélèvements obligatoires. Dans la dernière partie de cette diapositive, je voulais aussi regarder ce qui se passait au niveau des ménages, c'est-à-dire quels sont d'une part la consommation, le poids de la consommation des ménages, on va voir ça tout à l'heure, et aussi comment fonctionne le budget des ménages, comment concrètement on va retrouver chez les ménages de l'argent pour consommer, et comment tout cela fonctionnait. Tout d'abord, quelle est la part de la dépense de consommation des ménages dans le PIB? Alors c'est assez facile pour trouver cette part. Il faut comparer deux données. Le niveau de consommation finale des ménages, c'est-à-dire ce qui est dépensé effectivement par les ménages lors de leurs achats, et on compare ça au PIB. Donc ça nous donne ici un ratio de 1219,8 milliards d'euros, c'est considérable, divisé par l'ensemble du PIB, 2353 milliards, et donc on arrive à 51,8%. Ça veut dire que la consommation finale des ménages représente plus de la moitié du PIB, et nous verrons qu'il y a des économies dans lesquelles c'est encore supérieur, et puis d'autres économies où ça peut être en fait inférieur. Alors ici, quand on regarde la consommation finale des ménages, on regarde ici bien les dépenses de consommation finale. Ça veut dire qu'il y a une chose qu'on ne regarde pas justement, c'est la consommation finale en service public, puisque on a une consommation de biens marchands, ça il s'agit de la consommation de biens marchands, ce qui est acheté par les ménages, mais on a toute une partie de la consommation des ménages qui est financée par d'autres organismes, que sont les organismes de protection, que sont les administrations privées, c'est-à-dire les ISB, LSM, les institutions sans but lucratif au service des ménages. Et puis nous avons aussi bien sûr les administrations publiques qui vont produire des biens non marchands, à la fois des biens collectifs, c'est-à-dire qui ne bénéficient à personne en particulier, c'est l'armée, c'est la police, c'est le système judiciaire, etc. Et puis nous avons aussi des services non marchands qui vont profiter à des personnes bien identifiées, donc qui vont véritablement contribuer à leur niveau de vie. C'est l'éducation, la santé prioritairement, mais il y a aussi du logement, il y a aussi tout un ensemble de services qui peuvent être apportés par les administrations publiques, que ce soit d'ailleurs l'État ou les collectivités territoriales, qui va bénéficier directement des ménages. Alors essentiellement, là aussi, vous devez le voir, ça fait plusieurs fois que je le dis, c'est l'éducation et l'hôpital. Donc ça veut dire que si on devrait prendre en considération, vous voyez, les services individualisables des administrations publiques et privées, c'est-à-dire 360 milliards en fait de services publics à destination des ménages qui viennent des administrations publiques, et 48,7 milliards, il ne faut pas oublier, c'est pas totalement négligeable, ce qui correspond à ce que les associations caritatives produisent comme service pour les ménages.
Alors donc ça veut dire que la consommation finale des ménages, vous voyez, elle est très majoritairement financée par les ménages eux-mêmes, mais elle est aussi minoritairement financée par les administrations publiques et encore plus minoritairement, vous voyez, presque un peu moins de 50 milliards, par par les associations caritatives qui vivent elles-mêmes de dons, alors de dons des ménages, mais aussi de dons publics, puisque les associations caritatives, elles sont financées en partie aussi par l'État et les collectivités territoriales. Alors maintenant, je voudrais qu'on regarde les revenus des ménages. Alors là aussi, il suffit de regarder dans les comptes perruques que vous avez vu dans le TD5. On peut retrouver dans le compte des ménages l'ensemble des revenus des ménages sous forme salariale. C'est ce qu'on appelle le super brut, c'est-à-dire c'est le salaire super brut, c'est-à-dire en gros le coût total salarial pour l'entreprise. Alors là aussi, il faut savoir que il y a en fait 3 salaires qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre les différences parce qu'en réalité tout cela correspond à des formes de salaires différents. Le salaire existe sous 3 formes. D'abord bien sûr le salaire net, ce qui est sur votre compte en banque quand vous avez un contrat de travail. Ensuite nous avons le salaire socialisé. Et la part du salaire socialisé, c'est ça qui va financer les retraites, l'assurance maladie et d'autres choses. Et cette part de salaire socialisé, elle-même se distingue entre le salaire qui est socialisé du point de vue des cotisations employées, c'est-à-dire c'est les salariés eux-mêmes qui cotisent, et puis c'est les employeurs qui cotisent. Donc on a 2 régimes de cotisation, celui de l'employeur et celui des salariés. Aujourd'hui c'est essentiellement des salariés qui cotisent, plus que des employeurs, et donc tout ça va financer en fait les organismes de protection sociale. Donc quand on parle de salaire super brut, on intègre toutes les cotisations employeurs et employés. Donc ce qui explique ici que vous avez des cotisations employeurs de 333,5. Alors ça veut dire aussi que les ménages ne dépenseront pas directement, enfin en tout cas sous forme de revenu salarial, c'est-à-dire qu'en fait il faut défalquer de 1251,9 pardon, les cotisations employeurs d'une part, et puis ensuite les cotisations des salariés eux-mêmes, et donc en fait ce qu'ils ont en réalité en termes de salaire sur leur compte en banque, c'est bien plus faible, mais encore une fois cet argent va revenir aux ménages sous la forme de salaire socialisé. Donc voilà, ensuite nous avons les revenus des travailleurs indépendants. Puisque quand on regarde tout ce que les ménages reçoivent comme argent, ils reçoivent des salaires, mais ils reçoivent aussi d'autres sources de revenus, notamment quand on est indépendant. Qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, on gagne ce qu'on appelle le revenu mixte. Là aussi, on l'a vu en TD, c'est-à-dire le revenu qui correspond à la fois à un revenu du travail et à un revenu du capital. Ça représente quand même, là aussi, c'est pas négligeable, plus de 300 milliards. Alors évidemment, derrière les indépendants, il y a ce qu'on appelle les professions libérales, comme les avocats, les notaires, les médecins, etc. Mais nous avons aussi les commerçants, les agriculteurs, enfin beaucoup de gens qui ont qui sont commerçants et qui sont de fait indépendants parce qu'ils n'ont pas un statut de salarié, même s'ils se payent eux-mêmes des salaires ensuite avec leur entreprise parfois. Et puis nous avons une troisième source de revenus, bien sûr, qui est le revenu de la propriété, et là aussi, qui sont des revenus qui finissent par arriver sur les ménages. Alors ça paraît pas grand-chose ici, on est quand même à 100 milliards, mais ce sont des revenus qui sont extrêmement concentrés, parce que en fait, très peu de gens ont un capital suffisant pour bénéficier de nombreux revenus de la propriété. Et c'est en général les 1% les plus riches, voire les 0,1% les plus riches qui concentrent ces revenus. Alors c'est les revenus des actions, par exemple, c'est les revenus des appartements. Vous avez des appartements que vous louez à d'autres, et bien forcément ça vous donne un revenu, c'est un revenu de la propriété. Voilà, alors quand on regarde tout ça, eh bien quand on fait la somme de tout ça, 1251,9, plus 310,2, plus 98,3, on a l'ensemble des revenus dits bruts, des revenus primaires, plus précisément. Les revenus primaires, c'est les revenus avant l'intervention de l'État. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut enlever les impôts directs et les cotisations. Donc on a déjà les cotisations employeurs ici qu'on doit enlever. On a les cotisations des salariés, puis on a les impôts sur le revenu. Donc au final, ça fait quand même 728,5. Donc on fait l'addition de tout ça, on enlève 728,5. Et donc ça, on a mais alors après, il faut rajouter aussi. Donc ça, on a ce qu'on a payé comme impôt, comme cotisation, etc. Mais ensuite, il faut rajouter ce que les administrations publiques, essentiellement, nous reversent sous forme de redistribution publique,
hein, c'est le revenu de redistribution, qui correspond bien sûr aux retraites, hein, essentiellement, mais qui correspond aussi à tout autre transfert, hein, les allocations familiales, la prime de rentrée scolaire, les 150 euros là que certains étudiants, j'espère que vous les avez reçus, ont eu à cause du Covid. Bon, bah voilà, tout ça, ce sont des transferts en espèces, hein, donnés par le gouvernement. Ce qui signifie qu'au total, les revenus primaires, donc avant les interventions publiques, correspondent à 1660,4 milliards d'euros, hein, donc c'est-à-dire on rajoute 1259 plus 310 plus 98,3. Et puis ensuite, on soustrait 728,5 et on rajoute la redistribution publique et on arrive à 1436,8 milliards. Voilà, donc effectivement, les ménages dans leur ensemble ont plus payé d'impôts qu'ils n'ont reçu d'argent. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de l'impôt qui ne va pas être reversée sous forme de transfert en espèces, hein, mais qui va être reversée sous forme de services publics individualisables. Hein, c'est 360,3 milliards. Et alors là, quand on regarde, eh bien, on s'aperçoit que globalement, les ménages ont payé. Finalement, bon, ils ont payé un peu plus d'impôts qu'ils n'ont reçu d'argent, hein, donc c'est l'équivalent de 520 milliards d'euros. Donc ils sont en perte en quelque sorte de 520 milliards d'euros, mais en fait, vous voyez qu'ils ont gagné 360 milliards sous forme de services publics, et donc finalement les ménages gagnent davantage que ce qu'ils payent, c'est ce qu'on pourrait penser de prime abord. Alors attention, il y a deux choses qu'il faut dire ici. La première chose, c'est que comment c'est possible que les ménages reçoivent plus de l'État finalement qu'ils ne versent d'impôts et de cotisations ? Premièrement parce que tous les impôts ici ne sont pas pris en compte, notamment la TVA n'est pas pris en compte. Donc on a un écart qui s'explique par le montant de la TVA. Et puis n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas que les ménages qui payent des impôts, il y a aussi les entreprises. Hein, donc les entreprises payent davantage qu'elles ne reçoivent. Donc au final, bon, il n'est pas sûr. En fait, globalement, on ne peut pas dire que l'État n'améliore pas le bien-être des gens. Enfin, si on regarde juste en termes de revenus primaires, l'écart en fait entre le revenu primaire et le revenu secondaire n'est pas très important. Hein. On est de 1660 à 1436, donc il y a énormément d'argent qui est prélevé sur les ménages, mais qui est en fait reversé aux ménages. Hein, mais quand on s'intéresse aussi à la part du non marchand, on voit que ça correspond quand même à quelque chose d'important, hein, puisque si on rajoute les 360 milliards à 1436 milliards, eh bien on arrive à vous voyez, 1700, on arrive pratiquement à 1800. Hein, donc en fait, les revenus des ménages progressent. Hein, mais bien sûr, encore une fois, il y aura une partie de la TVA qu'ils devront payer quand ils dépenseront, donc ça va sans doute là aussi se compenser. Alors je regarde s'il y a par hasard des gens qui sont connectés, ça m'intéresse de voir s'il y a du public. Ah oui, il y a 2 personnes, merci à vous, bravo hein, d'être là. Alors, je vais donc continuer. Voilà, donc je vais continuer le cours pour ces deux étudiants courageux qui sont venus assister à 1 heure, hein, je ne vais pas faire plus, rassurez-vous, d'un cours qu'ils n'ont pas eu. Alors, je voudrais maintenant revenir sur 2 économies qui sont très différentes de l'économie française et qui vont me permettre aussi, de par leurs différences, de comprendre aussi, d'avoir un regard un peu extérieur sur l'économie française. Donc ce sont les économies américaines et chinoises. Alors j'aurais pu prendre plein d'autres économies, j'aurais pu prendre l'économie allemande, l'économie italienne, britannique, ou même d'autres pays en voie de développement comme l'Inde, le Brésil, etc. Ça aurait été très intéressant. Malheureusement, c'est pas quelque chose que je peux faire ici, mais c'est vrai que analyser l'économie d'un pays en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la comparer à d'autres économies, ça peut être extrêmement intéressant, parce que ainsi, on peut comprendre hein, un peu mieux appréhender les caractéristiques d'une économie. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais en quelque sorte comparer l'économie française à l'économie américaine, avec cependant une limite à ma comparaison. C'est que là j'ai pris une source différente. C'est pas l'INSEE que j'ai pris comme source, c'est l'ONU. Hein, donc je vais pas avoir les mêmes chiffres. Je vais avoir des chiffres un peu moins complets aussi. Et aussi je vais pas avoir la même monnaie. Ici nous sommes dans milliards de dollars. Le dollar n'est pas exactement égal à l'euro. Donc voilà, donc faut aussi prendre ça en considération. C'est-à-dire que les chiffres que je vais avoir ici sont un peu minorés par rapport aux chiffres en euros, hein, puisque le dollar il est à 1,1 dollar pour 1 euro, 1,2.
Hein, donc en fait, il faut enlever 10-20% pour avoir, enfin 15% peut-être pour avoir le chiffre en euros. Alors l'économie américaine en 2018, alors c'est une économie qui est extrêmement riche, hein, c'est l'économie la plus riche au monde. On est en France, on est à 2200 milliards à peu près d'euros de PIB. Hein, ici, vous voyez qu'on est quasiment 10 fois plus. Hein, on est à 20 580 milliards de dollars, attention. Hein, donc on n'est pas 10 fois, mais 7 ou 8 fois plus. Sachant qu'on est 70 millions, 67 millions d'habitants en France et qui sont 330 millions aux États-Unis, hein, l'essentiel de l'écart est expliqué par l'écart en termes de population, mais il est aussi expliqué par le fait que le PIB par habitant est bien plus élevé aux États-Unis qu'en France, hein, nettement plus élevé. On est à 63 milliards, 63 000 pardon, à peu près dollars, hein, donc on va dire je sais pas, 55 000 peut-être euros par an et par habitant. Si je regarde les chiffres de l'économie française, hein, j'étais à 35 000. Hein, donc vous voyez que on a quand même un écart assez important en faveur des États-Unis en termes de PIB par habitant. Bon, alors, PIB par habitant, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Hein, on peut tout à fait avoir un PIB par habitant un peu plus faible, et puis ça ne veut pas dire forcément qu'on vit moins bien. D'ailleurs, un des critères qu'on peut noter sur la qualité de vie, c'est l'espérance de vie, ou la mortalité infantile. Hein, et bien l'espérance de vie est nettement supérieure en France qu'aux États-Unis. Les inégalités aussi sont nettement nettement plus faibles en France qu'aux États-Unis. La violence est nettement plus faible. Le taux d'incarcération est beaucoup plus fort aux États-Unis. On a une société quand même qui est beaucoup plus dure. Alors certes, elle produit peut-être plus de richesses, mais elle a aussi quand même ses mauvais côtés. Alors autre chose intéressante, formation brute de capital fixe. Donc ça veut dire l'investissement. Hein, donc on est à 4300 quasiment milliards de dollars. Et là c'est un investissement qui est dépense d'investissement qui est relativement faible. Hein, si on regarde, hein, on est à c'est pas. Attendez, je vérifie là les chiffres pour la France. On était à 538. Hein, en fait c'est à peu près comparable. Si je regarde, c'est à peu près comparable en fait aux chiffres français en termes de pourcentage du PIB. Exportation. Alors là, il y a beaucoup moins d'exportation en termes de pourcentage du PIB, mais ça s'explique parce que les États-Unis sont un énorme pays et en fait l'essentiel des exportations, enfin la circulation de la richesse se fait à l'intérieur du territoire des États-Unis en fait. Ils ont moins besoin de l'étranger qu'un petit pays comme la France qui commerce énormément avec ses voisins européens, alors qu'aux États-Unis il y a un taux d'ouverture qui est plus faible. Le taux d'ouverture, c'est le rapport entre les exportations, les importations et le PIB. Hein. En général, pour calculer le taux d'ouverture d'une économie, on fait exportation plus importation divisé par 2. Donc la moyenne exportation-importation, on divise par le PIB, ça donne le taux d'ouverture. Donc ici, vous voyez, on a un taux d'ouverture qui est, on va dire, un peu plus grand que 10%, mais pas beaucoup plus. Hein. Voilà, on est à 13 ou 14% de taux d'ouverture. Donc quand on regarde l'économie française, hein, on est à, si j'y arrive, voilà, on est exportation, vous voyez, 737 par rapport à, voilà, on est bien plus élevé, on est à un peu plus de 700 milliards d'euros pour 2300 milliards, hein, on s'approche des 30%. Donc le taux d'ouverture de la France, de l'économie française est nettement plus important, mais ça s'explique essentiellement par la taille du pays. Si on regardait le taux d'ouverture de l'Union européenne dans son ensemble, elle serait à peu près comparable avec le taux d'ouverture de l'économie américaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi que les États-Unis ont un déficit commercial important. Hein. Ici, en 2018, en tout cas, il était de 640 milliards de dollars. Ce qui correspond à plus de 3% du PIB de déficit commercial. Donc ça veut dire que en fait ils sont dépendants, hein, pour leur niveau de vie, ils sont dépendants de ce que les autres font pour eux. Hein. C'est ça que ça veut dire un déficit commercial, ça veut dire que d'autres travaillent pour nous. Alors ça c'est un avantage, hein, quand d'autres travaillent pour nous, mais ça veut dire aussi que comme c'est payé, eh bien ça veut dire qu'on s'endette. Hein, et ça fait très longtemps que les États-Unis s'endettent. Je vais vous montrer tout à l'heure un graphique extrêmement intéressant à ce niveau-là. C'est pas forcément
c'est pas forcément problématique tant que, on va dire, comment dire, les pays étrangers continuent de faire confiance dans la monnaie américaine, ils vont continuer d'acheter des actifs américains et donc de financer le niveau de vie américain. Si un jour cette confiance va être rompue, ça poserait évidemment problème. Il faudrait que les États-Unis, c'est un peu ce qui s'est passé en Grèce en 2015, pendant la crise de l'euro, c'est l'incapacité de la Grèce de financer ses besoins d'achat, puisque les gens n'avaient plus confiance et ne prêtaient plus à la Grèce. Bon, voilà, les États-Unis en sont encore loin, mais c'est vrai qu'une balance commerciale qui est comme ça structurellement déficitaire pendant des dizaines d'années, ça peut à terme poser des problèmes. Alors, un chiffre intéressant qui là démarque totalement l'économie américaine de l'économie française, c'est la part des dépenses de consommation des ménages dans la richesse nationale. On intègre dedans les ISB LSM, c'est-à-dire les dépenses des administrations privées, et on arrive à 68% du PIB. Souvenez-vous, en France, on est à un peu plus de 50% du PIB. Si on intègre les associations caritatives, on doit être à 53%. Donc vous voyez, il y a 15% d'écart. Ça veut dire que l'économie américaine, c'est une économie qui va mettre en avant beaucoup plus la consommation marchande que la consommation non marchande par rapport à d'autres pays, en particulier la France. On le voit aussi quand on regarde G, donc c'est les services publics, qui représentent que 14,1% du PIB américain, alors que, souvenez-vous, alors là aussi, c'est un truc qu'on a vu il y a longtemps, mais il me semble important de le redire. Alors où est-ce que c'est voilà, G c'est 550,9 divisé par 2300, donc c'est beaucoup plus important, on est beaucoup plus à 20-25. Ah oui, voilà, c'est ça. 23,4% du PIB, donc voilà, on a quasiment 10 points d'écart. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que l'économie américaine, c'est une économie qui va beaucoup plus vers la consommation marchande, sous forme d'achat par les ménages, que la consommation non marchande, financée par l'impôt et redistribuée de manière gratuite ou quasi gratuite aux ménages. Voilà, c'est ça en fait que ça veut dire. Alors, quand on regarde l'économie chinoise, eh bien, les chiffres sont assez singuliers eux aussi. Bon, d'abord, c'est une économie bien plus pauvre que la France et que les États-Unis, puisqu'on est à moins de 10 000. Alors, en 2018, maintenant, on a dû dépasser, mais moins de 10 000 dollars par habitant. On appelle ça des pays en voie de développement, des pays de niveau intermédiaire. Bon, c'est 6 fois moins que les États-Unis et c'est 4 fois, 5 fois moins que la France en termes de richesse par habitant. Donc là aussi, ne pensez pas, certes, il y a des gens très riches en Chine, mais il y a aussi beaucoup de grandes parties du territoire et de la population qui est encore à la limite de la misère. Ce qui veut dire d'ailleurs que cette moyenne ne veut pas dire grand-chose. Si vous êtes un Chinois de Shanghai ou de Pékin ou de Hong Kong, mais encore c'est encore différent, vous pouvez tout à fait avoir des niveaux de vie supérieurs à certaines personnes qui pourraient habiter dans certains territoires un peu défavorisés de la France. Donc là aussi, cette moyenne recouvre des situations très différentes. Alors ce qui est intéressant pour la Chine, c'est le niveau d'investissement, qui est considérable. Tout à l'heure, on a vu que le niveau d'investissement pour l'économie américaine, il est comparable au niveau d'investissement français. Ici, on s'aperçoit que le niveau d'investissement de l'économie chinoise est supérieur à l'investissement américain, alors même que le PIB est inférieur. Donc là, on a une économie qui est vraiment une économie en forte croissance. Alors la croissance chinoise faiblit. Alors évidemment, en 2020, comme partout, elle faiblit. Je ne sais pas combien elle sera un peu supérieure à zéro a priori, mais pas beaucoup plus. Mais si on est en 2018, elle était déjà plus faible que, on va dire, dans les années 90. Voilà, donc oui, cette croissance chinoise, elle est portée par le fort niveau d'investissement. Donc là, elle reste supérieure à la croissance américaine en 2018, grâce justement à ces dépenses d'investissement. Alors là aussi, souvenez-vous, rappel du cours, ce qui est au cœur de la croissance économique, c'est l'accumulation de capital. D'accord, Adam Smith, vous voyez le chapitre 2, ce qui est au cœur de l'accumulation de capital, c'est bel et bien l'investissement, c'est-à-dire l'achat de nouveau capital. Alors, même chose assez intéressante au niveau de son taux d'ouverture. La Chine est quand même un grand pays, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il ait un taux d'ouverture similaire à celui des États-Unis. En réalité, il est bien supérieur. Alors vous dites que les chiffres ici sont très proches, mais le PIB, lui, est beaucoup plus faible.
Donc ça veut dire que, puisque le taux d'ouverture c'est un ratio entre exportation et importation divisé par 2 sur le PIB, là on a moins de PIB, on a vous voyez, les Chinois exportent davantage que les Américains, ils importent moins, mais ils exportent davantage, alors qu'ils ont une économie qui est nettement plus faible, un tiers plus faible, donc ça veut dire que le taux d'ouverture est plus important. Contribution au reste du monde. C'est-à-dire, est-ce que eux ils prélèvent des richesses du reste du monde ou est-ce qu'ils en donnent? Ils en donnent. Ils contribuent positivement à la richesse du reste du monde puisqu'ils exportent. Ils ont une balance commerciale de plus de 100 milliards de dollars. Mais vous voyez, c'est pas non plus un énorme excédent commercial. Ça aussi, ça peut surprendre. Mais la Chine s'est beaucoup tournée ces dernières années vers son marché intérieur, et donc va vers l'équilibre commercial. Alors que pendant 30 ans, elle était vraiment tournée vers l'export, en tout cas jusqu'en 2008. Elle était entre 88 et 2008, donc j'ai envie de dire plutôt en 20 ans. Voilà, les réformes des années 80 en Chine vont augmenter le taux d'ouverture de l'économie. Et après 2008, après la crise économique, la Chine va plutôt se concentrer sur son marché intérieur. Et ça explique qu'aujourd'hui, il y a une balance commerciale qui est un peu plus faible que ce qu'elle a pu être à d'autres époques. Oui, alors, pourquoi elle s'est tournée vers le marché intérieur? Parce que en fait, l'économie mondiale, depuis 2008, elle est quand même en crise, et le développement du commerce international est en crise. Alors, il y a quand même, il y a aussi l'idée de garder des marchés à l'étranger, bien sûr, puisque elle exporte beaucoup, c'est une économie qui exporte beaucoup. Donc, il y a des... Alors là, si vous lisez la presse, vous verrez des articles sur les nouvelles routes de la soie. Alors, bon, vous savez, de la route de la soie, c'est la route commerciale qui liait l'Occident et l'Orient, donc qui passait évidemment par la Chine. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la route de la soie, parce que la soie était produite en Chine, au Moyen Âge, même dans l'Antiquité. Et ensuite, eh bien, il y avait des flux commerciaux, mais qui n'étaient pas décidés par les Chinois. C'était on vendait, on revendait, sur une distance longue. Qui passait par l'Asie centrale et puis par le commerce maritime également, l'océan Indien. Et voilà. Et donc l'idée, c'est pour le gouvernement chinois, c'est de relancer en quelque sorte cette politique d'exportation en développant les infrastructures portuaires, aéroportuaires, les liens avec certains pays. Donc il y a cette idée de construire les infrastructures pour permettre les exportations chinoises. C'est une forme de politique de soft power et en même temps un peu soft power au sens où on va chercher à amadouer, à financer des pays qui sont en voie de développement, qui ont parfois des problèmes de financement d'infrastructures, on va dire c'est nous qui allons le financer, et puis en même temps ça peut être aussi un peu du hard power ou une forme de colonisation économique, parce que quand ils n'arrivent plus à payer, on récupère leurs ports et les infrastructures qu'on a soi-même financées, et parfois évidemment ça peut poser des problèmes. Alors ce dont je voulais dire aussi sur l'économie chinoise, c'est un peu la conséquence de tout ce que je viens de dire, c'est que la part de la consommation des ménages dans la richesse nationale, elle est extrêmement faible, 38,7%. Et alors on pourrait se dire, oui, c'est normal que les dépenses de consommation des ménages soient plus faibles qu'aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est un grand pays capitaliste, alors que les Chinois ils sont encore régis par le Parti communiste. Sauf qu'en fait c'est même pas vrai, puisque regardez, la part des dépenses, la part des services publics, elle est similaire à celle des États-Unis, et elle est nettement inférieure à celle de la France. Donc on s'aperçoit que les ménages consomment peu de richesses marchandes, mais ils consomment aussi assez peu de richesses non marchandes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on arrive, on additionne les deux, on est un peu plus de 50%, mais où vont les autres 50% de la richesse produite par les Chinois? À qui bénéficient-ils s'ils ne bénéficient pas aux ménages, ni dans le sens des services marchands, ni dans le sens des services non marchands? Eh bien, la réponse, elle est en partie, évidemment, dans ce très fort taux d'investissement, c'est-à-dire que ils choisissent d'investir plutôt que de consommer. C'est un choix à l'échelle macroéconomique qu'on peut faire. Et puis il y a aussi une partie de la richesse qui est exportée. Donc si on fait le calcul de tout ça, on s'aperçoit, souvenez-vous, l'équation Y plus M égale CF, donc consommation finale, plus I, investissement, plus G, plus exportation, plus delta S, la variation de stock. Et bien là, on s'aperçoit que finalement, par rapport aux Occidentaux, on a une économie qui maximise énormément le taux d'investissement, donc forcément qui minimise
la consommation finale, dépensée par les ménages ou accordée par l'État, donc G et CF, au profit de I, et au profit un peu, mais moins qu'avant, des exportations. Bon, alors voilà, on peut, je résume les commentaires que je viens en fait de vous faire à l'oral. Près de 3% des ressources réelles des États-Unis viennent du reste du monde, donc c'est un pays qui est dépendant pour son niveau de vie de l'étranger. Alors ça explique aussi la part de consommation plus importante, parce que en fait ils peuvent consommer davantage par rapport au PIB, parce que une partie de ce qu'ils consomment c'est le PIB d'autres pays, c'est ça que ça veut dire. Et la part de la consommation des ménages est aussi très élevée. Alors je ne l'ai pas dit, mais si on a une consommation de ménages élevée, c'est aussi parce qu'on a un taux d'épargne très faible. Et puis on a vu aussi qu'on a des dépenses de santé, de services publics qui sont très faibles. Une chose aussi qu'il faut voir, tout à l'heure je vous disais que les États-Unis, ils avaient une espérance de vie plus faible qu'un pays comme qu'on a en France et généralement en moyenne en Europe, et en même temps ils ont des dépenses de santé extrêmement élevées, qui représentaient en 2018 près de 17% du PIB, alors que les dépenses de santé en France ne correspondent qu'à 11,2%. Alors ça aussi, c'est lié au fait que le système de santé américain, il est essentiellement privé, vous voyez, il coûte plus cher pour des résultats finalement moins bons en termes d'espérance de vie, parce que en fait la santé, c'est l'élasticité prix de la santé est très faible, donc on pratique des prix élevés. Je vous renvoie au cours que vous avez eu avant, mais qu'en général je le dis pas à ce moment-là, mais quand on vous dit c'est 5000 € où vous allez mourir, en général vous payez 5000 €, mais si on vous dit c'est 10 000 € vous allez mourir, vous allez aussi payer 10 000 €. Voilà, donc vous n'êtes pas très sensible au prix quand il s'agit de votre santé, vous êtes prêt à payer très cher. Donc on a des prix plus élevés parce qu'ils ne sont pas régulés, c'est ça qu'il faut comprendre, ils ne sont pas réglementés. Les tarifs de la médecine, de la santé aux États-Unis ne sont pas du tout réglementés, en particulier les prix des médicaments, alors qu'en France les tarifs sont réglementés parce qu'on a un système public, donc du coup ça pèse dans le PIB. Alors ça permet aussi de comprendre que quand on dit les États-Unis, ils ont un PIB plus élevé par habitant, donc ils sont plus riches, si en fait le PIB plus élevé, il vient simplement du fait que ils payent plus pour leur santé, vous voyez que c'est pas forcément qu'ils sont plus heureux en fait. Par ailleurs, ils ont aussi, il leur reste suffisamment de revenus pour avoir aussi un niveau de vie réel plus élevé. Mais il faut enlever aussi tout un ensemble de choses. Du point de vue chinois, là aussi on a l'inverse en fait. Autant on avait une forte consommation du point de vue américain, là on a une faible consommation, je l'ai dit, très fort taux d'investissement qui explique cela, et puis aussi des exportations. C'est un pays communiste avec peu de services publics, donc ça veut dire que c'est pas vraiment un pays communiste, il ressemble beaucoup plus aux États-Unis au niveau de la part des services publics, puisqu'on est à 14,7% du PIB, alors qu'on est à 23,4% en 2018. Mais méfions-nous là aussi, l'une des raisons pour lesquelles la part des services publics de la Chine est faible, c'est aussi à cause de la très forte croissance économique. Quand on avait un pays, alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais quand la Chine avait un PIB qui en valeur réelle progressait de 10% par an, pour maintenir les dépenses publiques, les services publics au même niveau que le PIB, il fallait que les services publics progressent de 10% par an. Et évidemment, c'est rarement le cas. C'est-à-dire quand on a un pays qui est en très forte croissance, tout est facile. En fait, les recettes publiques augmentent de la croissance. Tout est facile à financer. Et donc finalement, les budgets des administrations publiques, même s'ils augmentent de 5% par an, ils seront nettement inférieurs au taux de croissance, donc en fait la part de l'État va se diminuer, alors même que l'État continue d'augmenter sa dépense. Nous verrons comment la Chine se débrouillera lorsque le taux de croissance de la Chine il va revenir à 2-3%, ça va finir par arriver, donc là évidemment ça va arriver cette année, mais c'est un peu une année exceptionnelle, mais ça arrivera aussi dans les prochaines années, et l'État continuera d'augmenter de 5% par an, là on verra sans doute des chiffres de la part des services publics qui seront supérieurs. Alors pour terminer ce chapitre, je vais voir s'il y a encore des gens qui se connectent. Ah, vous êtes 4, mais c'est magnifique. Alors pour terminer ce chapitre, je voulais vous montrer un petit graphique
qui est un peu l'illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, on regarde ici l'évolution du solde commercial en milliards de dollars, 2015, de 1980 à 2018. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que on a ici l'expression des déséquilibres du monde. Alors, pourquoi déséquilibre du monde? Alors là, je vous montre l'évolution de la balance commerciale d'un certain nombre de pays. Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder l'évolution de la balance commerciale d'un pays comme les États-Unis. Alors évidemment, je ne montre pas ici en pourcentage du PIB, je montre en milliards de dollars. Donc ça veut dire que ça peut donner l'impression d'une vision un peu faussée, mais moi ce qui m'intéresse, c'est justement de voir quels sont les pays qui pèsent en fait sur l'organisation du monde, sur l'organisation du commerce mondial. Et ce qu'on constate, c'est que les États-Unis, vous voyez, ils ont tendance à importer, à être les importateurs des excédents des autres. C'est ce que vous montrez ici. Quand je parle de 3% du PIB américain qui est importé à l'étranger, 3% ça peut sembler faible, mais le PIB américain c'est énorme. Donc 3% de 20 000 milliards, ça fait beaucoup. Et ça fait, vous voyez, plus de 600 milliards. Donc on arrive en 2018 à une situation où le besoin de financement et l'importation nette, le solde commercial net des États-Unis est extrêmement faible. Le déficit commercial est extrêmement important. Et qui permet à ce déficit commercial d'être financé? Eh bien, essentiellement, la Chine et l'Allemagne. Alors, la Chine, je vous ai dit, elle s'est tournée davantage vers son économie intérieure. Alors, où est-ce qu'on le voit? On le voit le fait que ça a plutôt baissé les soldes commerciaux chinois depuis 2008. Mais quand on voit ça, on a l'impression que ça a baissé un peu en 2008 et puis qu'ensuite ça s'est stabilisé. Mais attention, on est sur une économie en très forte croissance, donc cette stabilisation du solde commercial, des excédents commerciaux, implique une diminution de l'importance de ces soldes commerciaux. Parce que là, on n'est pas en pourcentage du PIB, souvenez-vous, on a 1 milliard de dollars. Pensez que plus de 400 milliards de dollars pour l'économie chinoise en 2008, c'est énorme pour l'économie chinoise. C'est-à-dire que l'économie chinoise en 2008 a été bien plus faible qu'aujourd'hui, en 2018, donc 10 ans plus tôt. Si vous avez un taux de croissance de 8% par an, qui était à peu près le taux de croissance moyen entre 2008 et 2018, j'imagine, à peu près, voilà, donc vous avez en fait entre 2018 et 2008 une très forte perte d'influence des excédents commerciaux pour la Chine. L'Allemagne c'est un peu différent, parce que l'Allemagne c'est un pays qui n'est pas en très forte croissance, qui a une taux de croissance finalement assez proche de celui de la France. Par ailleurs, en 2009, comme tous les pays, il a connu une récession. Mais par contre, lui il stabilise et voire il augmente un peu ses exportations. Donc ça veut dire que pour l'Allemagne, on a toujours une part très forte du solde commercial dans l'économie. Et pensez aussi que l'Allemagne fait presque aussi bien en termes de solde commercial que la Chine, alors que la Chine c'est 1 milliard 400 millions, plus d'1 milliard 400 millions d'habitants. L'Allemagne c'est 80 millions. Donc là aussi, vous voyez la puissance industrielle de l'Allemagne. Alors si on regarde le dernier pays qui exporte, c'est le Japon, mais le Japon qui était une économie très... Ouais, en fait, Japon, voilà, on va dire qu'il a structurellement des excédents, c'est vrai, mais c'est pas énorme par rapport à la taille de l'économie. Nous avons ici l'Inde qui est qui a plutôt qui importe beaucoup, mais vous voyez, on n'est pas du tout au même niveau. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tous les pays étaient quasiment avec des soldes commerciaux très proches de zéro, sauf les États-Unis dans les années 80. Je vous ai parlé de déficit jumeau des États-Unis, j'ai fait ça dans le cours. Bon, évidemment, ce cours est enregistré, donc ceux qui vont voir ce cours, ils vont se dire c'est la suite du cours, mais en fait, comme c'est le dernier cours que je fais, en fait, vous verrez que dans le chapitre 7, eh bien, on va expliquer les déficits jumeaux. Donc on les voit ici, les années 80 des États-Unis avec un fort déficit budgétaire de l'économie américaine qui va réduire massivement les impôts et augmenter beaucoup les dépenses, notamment dans le domaine militaire et spatial. C'est la politique de Reagan. Et puis après, ça va revenir ici, vous voyez, à l'équilibre. Et puis ensuite, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans les années 90 qui explique à la fois, cette fois-ci, la baisse américaine, mais surtout, ce qui est nouveau, la hausse de la Chine et de l'Allemagne, c'est la mondialisation. Pour moi, on est vraiment dans les années 90 avec un changement. Alors d'abord, un changement de politique de la plupart des pays, c'est le néolibéralisme, c'est-à-dire on va
chercher à déréguler les flux commerciaux et les flux financiers. On va permettre la libre circulation du capital. C'est des réformes qui ont lieu dans les années 80, qui vont véritablement être en application dans les années 90. On a aussi un événement extrêmement important dans les années 90, c'est la fin du communisme et l'intégration dans l'économie mondiale de toute une partie du monde qui n'était plus. C'est là aussi que la Chine va vraiment chercher, vous voyez, à se développer, dans la mondialisation. C'est-à-dire, voilà, c'est là qu'on va voir, vous voyez, c'est à partir des années 90 que les excédents chinois sont très importants. Voilà, et puis on voit que plus les excédents de ces deux pays sont importants, plus les déficits des autres sont importants. On est un peu en moyenne, là, on est quand même un peu sous la ligne de flottaison pour la plupart des pays. Bon, la France, on voit pas grand-chose. Bon, voilà, on a été assez excédentaire au début des années, entre la, vous voyez, 98, voilà, Coupe du Monde, la France gagne la Coupe du Monde de foot. Et bien, vous voyez, 98, c'est le moment où la France était numéro 2 en termes de solde commercial devant l'Allemagne et derrière la Chine. Bon, c'est un peu exceptionnel. Et depuis, on a perdu quand même beaucoup de capacités industrielles et on a du mal à exporter. Voilà, donc moi je trouve ce graphique intéressant. Je trouve que ce qui est intéressant, qui moi m'intéresse, c'est déséquilibre extrêmement important du commerce mondial. Beaucoup de pays deviennent dépendants de leurs exportations, mais quelques pays, et en particulier les États-Unis, deviennent dépendants de leurs importations. Que va-t-il se passer, mes chers amis, lorsque on ne pourra plus exporter à cause du Covid? Ça, c'est une grande question. Donc je laisse cela, de toute façon, vous aurez l'occasion de travailler encore ces questions dans d'autres cours, et je conclus ce chapitre 3 avec alors quelques questions. Dois-je aborder une question en particulier? Tiens, puisqu'il y a 4 ou 5 personnes qui m'écoutent, si vous voulez que j'aborde une question en particulier, n'hésitez pas à me poser. Je vais en aborder juste une ici. Question 8. Qui produit la richesse non marchande? Comment l'évalue-t-on? Alors, du coup, je ne sais plus si j'en ai parlé auparavant, mais je vais en parler maintenant. La richesse non marchande, c'est... Alors, attention, il y a un piège. La richesse non marchande, la bonne réponse à cette question, c'est les administrations publiques et les institutions sans but lucratif au service des ménages, les ISB, LSM, ou on appelle ça aussi les administrations privées. Il n'y a pas que les administrations publiques qui produisent la richesse non marchande. Et il vaut mieux dire administration publique que l'État, parce que les collectivités territoriales aussi produisent de la richesse non marchande. Donc administration publique et administration privée, entre parenthèses, associations caritatives, ISB, LSM, comme vous voulez. Il faut aussi l'intégrer, le non-marchand privé et pas que le non-marchand public. Comment l'évalue-t-on? Alors, souvenez-vous, il y avait une question sur l'évaluation du PIB. Le PIB, il mesure la valeur donc de la richesse produite. Mais comment mesure-t-on la valeur d'une richesse produite? On regarde le prix d'achat hors taxe. C'est ça qui détermine le prix de quelque chose. En gros, si vous achetez ce smartphone pour 500 €, c'est qu'il vaut 500 €. Voilà. On va considérer comme ça la richesse marchande. Mais la richesse non marchande, elle est difficile à évaluer puisqu'elle n'est pas achetée. Donc combien vaut-elle? Alors dans ce cas-là, on l'évalue par son coût de production. Voilà, donc si je réponds à la question, vous voyez, c'est une question sur 2 points, un petit paragraphe, ça suffit. La richesse non marchande est produite par les administrations publiques et privées, entre parenthèses, associations caritatives, on l'évalue par son coût de production. 2 points. Facile. Bon, allez, si vous avez une question parmi toutes celles-ci, vous n'hésitez pas à me la poser. Et je dois commencer le chapitre 4 parce que j'en étais là sur le cours d'après. Je vérifie si vous êtes encore là. Oui, il y a encore 4 personnes, j'espère que vous écoutez encore. Alors, parce que souvent j'ai des messages qui arrivent, mais là, comme vous êtes plus que 4, je n'ai plus de messages. Donc, chapitre 4, la consommation des ménages. Alors, la consommation des ménages, ce dont on va s'intéresser, c'est la dépense de consommation des ménages. C'est-à-dire, on a vu que la consommation des ménages pouvait être... Les ménages peuvent consommer des biens qu'ils achètent eux-mêmes, c'est la consommation marchande, mais ils peuvent aussi consommer des biens qu'on leur achète, qu'on achète pour eux. C'est la consommation non marchande.
Alors ce qui nous intéresse ici, c'est la consommation marchande, parce que ça c'est une décision des ménages. C'est eux qui décident de consommer ou pas avec l'argent qu'ils ont. Et nous avons vu que c'est important de s'intéresser à cela, puisque c'est une composante essentielle, majoritaire de ce qu'on appelle la demande globale. Alors la demande globale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'addition de tout ce qui permet aux entreprises de produire, c'est-à-dire d'une part la consommation finale des entreprises, d'autre part l'investissement, ensuite les services publics et puis la balance commerciale. En fait, tout ça adresse une demande de production des entreprises et aussi des productions publiques, parce que G est essentiellement produit par c'est essentiellement une production publique. Pas que. L'État peut vous distribuer des masques. Mon employeur m'a donné des masques, c'est pas lui qui les a produits. Donc on peut avoir du service public qui est produit par des entreprises privées. Donc DG, demande globale, on appelle ça la demande globale parce que ça correspond à la demande de l'ensemble, adressée à l'ensemble du secteur productif. Voilà, donc G, ce sont les services publics. On les a distingués, bon ça vous devez connaître ça par cœur maintenant, en consommation finale individualisable et collective des administrations publiques. C'est-à-dire qu'on a d'une part la consommation finale, donc ça va forcément au ménage si c'est la consommation finale. Faut distinguer la consommation finale qui à destination des ménages de la consommation intermédiaire, donc elle n'est pas finale, qui est à destination des entreprises et qui sert à produire des richesses. Donc cette consommation finale, ici, c'est la consommation finale des administrations publiques, c'est-à-dire des services publics, et on les a distingués tout à l'heure, je vous avais déjà dit ça, entre celle qui est individualisable, c'est-à-dire qui va bénéficier aux individus, aux ménages individuellement, et celle qui est collective, qui va bénéficier donc à l'ensemble de la société, comme la justice, la défense nationale, etc. Donc la demande globale va déterminer l'offre globale, c'est ici que c'est marqué, qui est égale au PIB, à la richesse, et donc, comme elle va déterminer l'offre globale, c'est-à-dire la production des producteurs, publics et privés, elle va aussi déterminer le niveau d'emploi. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors, c'est pour ça que je vous renvoie au chapitre 8, sur le chômage, où nous verrons l'analyse keynésienne du chômage, qui développera justement cette idée que si on veut lutter contre le chômage, il faut augmenter la demande globale, par la demande effective, et par l'intervention de l'État. Enfin, en gros, il faut, pour augmenter la demande effective, augmenter la demande globale par l'intervention de l'État. Donc ça, c'est le chapitre 8 que vous verrez, ou que vous avez vu, parce que vous l'avez vu, mais ceux qui regardent la vidéo, eux, le verront. Alors, DG, eh bien voilà, c'est qui produit DG, qui décide que la demande globale sera plus ou moins importante, sachant que derrière la demande globale, j'insiste, il y a bien sûr le niveau d'emploi, et donc le niveau de chômage. Eh bien c'est les agents eux-mêmes, alors, et essentiellement les consommateurs, les ménages, Les ménages, ils vont déterminer l'investissement des ménages, donc c'est l'investissement immobilier, souvenez-vous, et ils vont déterminer aussi leurs dépenses de consommation, CF, consommation finale, et on a vu tout à l'heure que c'est plus de la moitié du PIB, donc ça va être l'essentiel de la demande globale. Les entreprises, elles participent aussi à la demande globale, parce que bien sûr, leur objectif c'est d'offrir, mais elles vont aussi demander, acheter, et elles vont notamment acheter des biens d'investissement. Donc et les administrations publiques participent aussi à la demande globale par leur investissement, comme les autres, mais aussi par la production de services publics. Donc on a ici cette relation-là, qu'on va voir dans le chapitre 8, parce qu'elle va au cœur de l'analyse keynésienne du chômage. La demande globale est égale à la production, Y, qui va déterminer la demande de travail, ici, la demande de travail de la part des producteurs. Puisque les producteurs, ils demandent du travail en fonction de ce qu'ils veulent produire. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment la demande globale, des ménages, alors ce qui va nous intéresser dans ce chapitre, c'est comment les ménages consomment, qu'est-ce qui détermine leur consommation, qu'est-ce qui fait varier leur consommation, sachant que la consommation des ménages, c'est trois agrégats, trois grands ensembles. D'abord, ce qu'ils achètent eux-mêmes, pour eux-mêmes, 1219 milliards,
je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas trop répéter. Ensuite, et là aussi je l'ai dit tout à l'heure, et je ne vais pas forcément insister, la dépense de consommation individualisable, les dépenses de consommation individualisables des administrations publiques, c'est-à-dire ce que les administrations publiques produisent comme service pour les ménages individuellement. Donc en 2018, c'était 360,3 milliards d'euros. On a vu le TD6, oui, vous voyez cela, je crois, dans le TD sur la consommation. Ou sur TD5, je ne sais plus, peut-être que j'ai une erreur là. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Et les dépenses de consommation individualisables des associations caritatives que sont les ISB et LSM, et qui représentaient 48,7 milliards d'euros. On vient de le voir dans la diapo. Donc, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est ça, 1219, 1220. On n'est pas dans une économie socialiste, on n'est pas dans une économie où l'État produit pour tout le monde, on est dans une économie capitaliste, on est dans une économie marchande. Le marchand est bien plus important que le non-marchand. Voilà, c'est un fait, c'est même pas quelque chose qu'on trouve bien ou pas bien, c'est juste un fait. L'essentiel du PIB aujourd'hui, il est marchand, il n'est pas non-marchand. Là aussi, faites attention aux journalistes qui vous disent on a des prélèvements obligatoires, on a une dépense publique qui représente 57% du PIB, c'est terrible, on vit dans un pays socialiste ou majoritairement socialiste. Non, parce que la dépense publique, c'est essentiellement la dépense en argent, des transferts en argent qui vont vers les ménages. Et les ménages, ils font ce qu'ils veulent de cet argent, ils ne font pas ce que l'État décide. Donc ça veut dire qu'une grande partie de la dépense publique, en fait, c'est des transferts en espèces, et ça ne sort pas du domaine marchand. Ça reste dans le domaine marchand. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir une dépense de consommation des ménages qui est supérieure qui est majoritaire, 51,8%. On vient de le voir. C'est nettement inférieur à la consommation des ménages américains. C'est nettement supérieur à la consommation des ménages chinois. Alors quand on regarde l'ensemble de ces trois agrégats, donc dépenses de consommation marchande des ménages, dépenses de consommation non marchande des administrations publiques à destination des ménages et individualisables, et dépenses de consommation non marchande des ISB et LSM à destination des ménages et individualisables, eh bien on a l'addition de tous ces agrégats, c'est la consommation effective des ménages. Il faut distinguer la consommation effective des ménages, qui prend en compte les services publics ou les services privés non marchands, et les dépenses de consommation des ménages, qui elles ne sont que la consommation marchande. Pensez bien, c'est pour structurer votre esprit, les étudiants, distinguez bien le marchand du non-marchand. À chaque fois, c'est une production de richesse, mais elle n'est pas calculée pareil, elle n'a pas le même fonctionnement. En France, le non-marchand, c'est minoritaire, c'est très minoritaire dans l'économie, mais c'est quand même important. Pensez à ce cours que je suis en train de vous faire, qui est bien un service non-marchand, et moi, je pense que c'est important que ce genre de service existe, parce que c'est ça qui me permet d'avoir du boulot. Alors, autre chose qu'il faut dire, c'est que cette consommation des ménages, elle peut être analysée en fonction de la durabilité des biens qui sont consommés. Les biens durables sont des biens qui vont, comme leur nom l'indique, durer plus longtemps. Ce sont des biens qui vont être achetés sur des fréquences assez longues, c'est-à-dire on va parfois mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans pour acheter un bien durable. Alors qu'est-ce qu'on a comme les biens durables ? Le bien le plus durable, c'est l'automobile, le bien durable par excellence, qui peut durer 10 ans facilement. La machine à laver, essentiellement l'électroménager sont des biens durables. Il faut distinguer des biens non durables, que sont par exemple les biens alimentaires et tous les services, bien sûr. Les services sont par définition non durables. Alors ce qui est intéressant dans les biens durables, pourquoi on va s'intéresser à l'analyse de ces biens, c'est parce qu'en fait, consommer un bien durable, c'est un choix. C'est-à-dire que concrètement, les biens qui ne durent pas, on est obligé de les consommer souvent, donc on n'a pas vraiment le choix, on peut décider de pas l'acheter ou pas, de l'acheter ou pas, on ne peut pas décider de ne pas l'acheter justement, notamment l'alimentaire, etc. Alors que les biens durables, souvent ils sont onéreux, ils sont chers, donc
On se pose la question avant, est-ce que c'est le moment de changer ma voiture? Est-ce que c'est le moment d'acheter une nouvelle machine à laver? Bon, parfois on n'a pas le choix, hein. La machine à laver casse, on a absolument besoin de sa voiture et elle est dans le fossé, complètement détruite. Bon, on achète une nouvelle voiture. Mais parfois on a le choix, et très souvent on a le choix. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a le choix, eh bien parfois on fait ce choix ou pas. Donc ce qui est intéressant dans les biens durables, c'est que quand on observe l'évolution de la consommation de biens durables, ça nous donne une indication sur l'état de confiance des ménages. Et on a pu le mesurer pendant la crise de 2008-2009. Alors là, 2020, je le laisse de côté parce que c'est tellement bizarre qu'on ne peut pas vraiment en parler, mais quand on regarde en 2008-2009, l'effondrement de l'activité économique, la faillite de Lehman Brothers, l'insécurité en termes de finances, que les banques elles vont faire faillite, est-ce que mon épargne va être sauf, enfin, l'insécurité et le taux de chômage qui a augmenté, l'insécurité que ressentaient les ménages a fait s'effondrer l'achat de biens durables et notamment l'achat d'automobiles. Et évidemment, les constructeurs automobiles, eh ben, ils ont plus pu vendre leurs voitures parce que personne n'avait vraiment envie d'acheter une voiture en 2008-2009. Alors quand on regarde ce petit tableau qui date de 2016, hein, mais bon, ça change pas non plus tant que ça. Comment est-ce quelle est la part des biens durables et non durables dans le panier des consommations des ménages? Alors la consommation effective des ménages, c'est 1576, hein, 1576. Alors c'est pas les chiffres 2018, c'est les chiffres 2016. Attention, hein, donc c'est pas les chiffres qui correspondent à ceux que j'ai donnés tout à l'heure. Mais on voit ici que ça correspond quand même à un montant important, hein, puisqu'on intègre aussi les services non marchands. Globalement, tout ce qui est non marchand sont des services. Hein. L'État, en France, ne produit pas autre chose que des services aux gens. Il pourrait, hein, on pourrait avoir tout à fait pensé, c'est ce qui se passe dans certains pays où on peut avoir par exemple des épiceries d'État, hein, où on peut avoir on peut tout à fait penser à certains produits manufacturés qui pourraient être produits aux individus. Par exemple, évidemment, les masques, c'est pas un service, on vous donne un objet physique, hein, industriel, manufacturé. Donc on peut dire que c'est un bien. Alors un masque, ça serait un bien non durable, bien sûr, hein, qui serait fourni par l'État. Mais en général, très souvent, en 2016, en tout cas c'est le cas, l'État ne fournit pas de biens, il fournit des services. Alors quand on regarde les biens durables, alors on dit bien durable ici, bien durable important, donc cher, onéreux, bien semi-durable. Alors dans les semi-durables, on va prendre les vêtements par exemple, les choses comme ça, donc ont une durée de vie de quelques années, on va dire, mais rarement 10 ans. Et puis les biens non durables, c'est ceux qui ne durent pas plus d'1 an. Hein, et les services, par définition, sont non durables. Eh bien, quand on regarde qu'est-ce qui est consommé essentiellement par les Français, en 2016, c'est essentiellement des biens non durables et des services qui ne sont pas durables. Hein, pour, vous voyez, 87, pratiquement 88%. Hein, donc le reste, c'est pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce reste, et notamment l'automobile, quand ça varie beaucoup, ça peut avoir un effet macroéconomique. Parce que, vous voyez, l'automobile, bon, ok, c'est pas grand-chose en pourcentage, c'est 4% en 2016, mais imaginez que vous divisez par 2 le commerce automobile, vous arrivez à 2%, c'est très facile de diminuer la consommation de biens durables. Eh bien, ça fait, si on divise par 2, toutes choses égales par ailleurs, les gens, ils achètent 2 fois moins de voitures, eh bien, ça veut dire qu'on perd 2% de la consommation des ménages, qui est, ici, c'est quasiment les 3/4 du PIB, c'est à peu près les 3/4 du PIB, parce qu'on parle de la consommation effective, donc on intègre le non marchand. Ça veut dire que vous avez perdu 1,3 points de PIB. Hein, ça fait quand même, ça compte. Et évidemment, tous les emplois qu'il y a derrière, évidemment. Donc le fait que les ménages puissent décider ou pas, en fonction de la conjoncture économique, de leur morale, de leur confiance, d'acheter ou pas des biens durables, ça peut faire varier l'économie, ça peut entraîner des récessions de type 1% de récession, 1,5%, juste parce que les ménages, cette année-là, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas envie d'acheter de voiture. Voilà, ou de machines à laver, ou de réfrigérateurs, etc. Donc ça peut avoir une influence sur l'emploi et sur l'activité économique. Bien, alors je crois que c'est terminé. La suite, vous l'aurez dans la diapo suivante, et ça tombe très bien puisque il est 16h, et donc j'ai fait exactement ce que j'avais prévu de faire.
Donc pas de questions, vous êtes toujours 4, bravo, bravo, vous êtes restés à m'écouter, ou alors vous avez mis le diapo et vous avez faire partie autre chose. Je vais donc mettre cette vidéo sur YouTube et vous pourrez y accéder aussi en différé pendant les vacances. Au revoir, bonnes vacances à tous, bon courage pour les révisions.